Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante, co-réalisatrice de cette émission. Comment vous allez bien aujourd'hui, Lara, avec ce temps estival? Bonjour Magnifique. Nicolas, bonjour chers auditeurs. Moi je vais bien, malgré la pluie. Malgré ce petit crachin qui augure d'un été où nous allons avoir un stress hydrique. Il va faire des canicules épouvantables. On s'en doute déjà. C'est ça le réchauffement climatique. Allez, merci à Jean-Édouard pour la réalisation technique de ce libre journal. C'est un revenant, Jean-Édouard. Moi, je suis très heureux de le voir juste en face de moi à la technique. Et puis, merci à Virginie pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour ces émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. On rappelle qu'elle répond au doux nom de Nini Vlam. Elle voudrait bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques, agréables ou désagréables, acides ou sucrées, en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend. Eh bien, Patrice, toujours fidèle au poste, et qui nous transmettra vos appels et vos courriels électroniques. Seconde partie d'émission. Après l'intervention du président, nous avons le président de Géopolitique Profonde avec nous, Franck Pengam, à la fois pour la chronique financière et puis pour nous parler de l'actualité de Géopolitique Profonde. Nous accueillerons dans le grand angle Christian Van Est, dont c'est le grand retour sur Radio Courtoisie. Je suis sûr qu'il y a énormément d'auditeurs qui sont enchantés de cette nouvelle. L'ancien député du Nord, président de Démocratie Directe en France, commentera librement l'actualité politique française, dont il reste un témoin privilégié. Il fut l'un des initiateurs de la droite hors les murs. Nous verrons s'il considère finalement que le bloc des droites, qui vient de naître comme une sorte de consécration de ses voeux d'unir un ensemble qui allait de reconquête aux Républicains, en passant bien évidemment par le Rassemblement national. Mais sans plus attendre, car vous l'attendez tous, ça sera une nouvelle formule d'ailleurs, vous allez voir, de votre revue de presse de la fin. Pour les législatives, forcées voit le jour. Quelle est votre analyse ? Déjà, il a balancé sa grenade dégoupillée dans les jambes. C'est le journal Le Monde qui l'avait rapporté à l'origine. Donc c'est des propos que Macron aurait tenus à un proche patron de l'Élysée, qui est souvent un visiteur de l'Élysée. Mais alors là, c'était lors des commémorations à Oradour-sur-Glane. Et il aurait dit « Je prépare ça depuis des semaines, je suis ravi, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Alors évidemment, l'Élysée a démenti. Ça, c'est habituel. D'ailleurs, il ne cesse de démentir depuis. Mais je dirais que, je ne sais pas... moi, j'aimerais savoir quand il dit « j'ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes », mais dans les jambes de qui? Parce que d'abord, je crois qu'il a commencé par dissoudre son propre camp dans cette affaire, le bloc central dont on va reparler. Alors, il y a eu des répliques du séisme qui sont allées jusqu'aux Républicains. 3 victimes principales. Le bloc central qui sombre, indéniablement, même si les projections des Européennes ne permettent pas d'avoir la certitude du résultat, en tout cas, ils sont très très mal partis. Les LR explosent, c'était la tragicomédie de la semaine dernière, entre Ciotti d'un côté, qui va même jusqu'à s'enfermer dans le siège des Républicains, et puis ceux qui essaient de l'enchasser. Et puis, ceux qui aussi sont victimes, bien sûr, c'est Glucksmann, je dirais, les socialistes modérés, qui n'a pas pu profiter de sa victoire. À peine avait-il obtenu un score qui était quand même inespéré, il faut bien le dire, que Macron est paru sur les écrans il y a 2 semaines en disant « Je dissous !» 2 vainqueurs, probablement tout de même, de cette dissolution, pour qui, je dirais, la grenade dégoupillée, pour le moment, elle leur est très bénéfique. Le Rassemblement national, évidemment. Et puis, LFI, que l'on disait moribond juste avant ces élections européennes. Et puis, c'est à nouveau eux, j'ai envie de dire, les maîtres du jeu, à gauche tout du moins, au sein de ce nouveau Front populaire. Je pense que Macron ne s'attendait ni à ce que se constitue si rapidement ce nouveau Front populaire.
pensais même qu'il leur disait « je souhaite bien du plaisir pour s'unir ». Ben, il oubliait, Macron et ses conseillers de McKinsey, le ciment idéologique, je dirais, de la gauche, qui a permis justement cette recomposition express. Il n'y a jamais d'ennemi à gauche, évidemment, pour quelqu'un de gauche. Ce qui est loin d'être le cas à droite. Et puis je ne pense pas que Macron non plus s'attendait au coup de tête de Ciotti, qui n'a fait après tout qu'obéir. Alors c'est ça qui était le plus surprenant. Il a cessé d'être hors sol. Il n'a fait qu'écouter finalement la grande majorité de ses adhérents qui eux souhaitaient LR, voilà, cette alliance. Alors depuis, on a la rage des vaincus. Hein. On a des gouvernements qui sont dépités. On a même entendu là dernièrement Darmanin, éternel politique, qui n'a fait que de la politique toute sa vie, qui annonce qu'il ne restera pas au ministère de l'Intérieur après législative, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il ne reste... C'est comme Colomb. Ah oui, je dois partir. Je dois partir. Je retourne. Lui est retourné à Lyon, Colomb. Laissez-moi partir. Voilà. Le dépit d'Attal, évidemment. Alors, Édouard Philippe, quand même, ça c'est extraordinaire, qui accuse Macron d'avoir tué. Le mot est quand même d'une dureté. Violence. Il a tué la majorité présidentielle. Bon, s'il dit ça, c'est parce qu'évidemment, il imagine pouvoir constituer, lui, Édouard Philippe, Premier ministricule de Macron en 2017, constituer à lui seul une nouvelle majorité parlementaire. On rappelle quand même qu'Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui n'a jamais su ou pu exister par lui-même. Il n'a existé que par ses mentors, que ce soit Antoine Rufenac à l'origine en tant que maire du Havre. C'est pas Édouard Philippe avec ses petits bras musclés qui a foutu dehors les communistes de cette ville normande, mais c'est quelqu'un d'autre pareillement. D'ailleurs, j'avais été très surpris quand il était nommé Premier ministre, vu le niveau du personnage. Mais enfin, c'est comme ça. Parlez-nous de Bruno Le Maire. Oh, oui. Bruno Le Maire, il s'emporte contre les conseillers cloportes de l'Élysée, dont Bruno Roger Petit, qui est un conseiller qui est sorti de l'ombre à cette occasion. Donc on met tout sur le dos des conseillers. Vous avez aussi l'ex-sénateur sarkozyste Pierre Charon. Alors ils se sont vantés dans un premier temps d'avoir soufflé à l'oreille du président cette dissolution. Je pense qu'ils s'en vantent moins aujourd'hui. Enfin, c'est une habitude de Macron de remettre toujours sur le dos de ses conseillers les plus grossières erreurs. Rappelez-vous le soulèvement de la terre, invité au salon de l'agriculture, pour discuter avec les agriculteurs. Voilà, et alors évidemment ça a créé un scandale. Évidemment, c'est pas lui. C'était pas lui, c'était déjà les conseillers évidemment, et là c'est carrément les conseillers qui ont appuyé. Bientôt il va nous expliquer que c'est le conseiller qui a appuyé sur le bouton rouge nucléaire, si on continue comme ça. Alors les LR, lui, reprochent aussi cette dissolution, comme Sarkozy. Ils n'ont pas de mots assez durs pour le lui reprocher. Ils lui reprochent finalement à Macron d'être hors sol, d'être déphasé. Et surtout de ne pas avoir entendu, Xavier Bertrand par exemple dit, il n'a pas entendu les résultats des élections législatives de 2022, juste après sa victoire au présidentiel. Et puis comme je le disais, l'amertume de Glucksmann, qui dit aujourd'hui, je le lisais rapidement avant cette émission, qu'en plus, il se pose en victime, il se dit harcelé. Alors c'est très drôle parce qu'il se dit harcelé par des LFistes et aussi par une extrême droite juive. C'est étonnant. Ah oui. Il existerait donc une extrême droite juive, selon Glucksmann. C'est intéressant. Alors sinon, parmi les conséquences directes et immédiates de cette dissolution, vous avez le retour des morts vivants, que notre ami Raphaël Beslu, directeur de rédaction de Géopolitique Profonde, appelle les troglodytes qui ressortent, dont Hollande, ce qui a mis en colère Valls, que Hollande puisse s'acoquiner comme ça avec le nouveau Front Populaire en disant « mais c'est tout à fait l'inverse de la politique, entre autres économique, que Hollande a pu mener quand il était président de la République. » Puis derrière Hollande, là, vous avez les Cahuzac. Incroyable quand même. Cahuzac qui dit « j'ai payé ma dette, maintenant c'est le retour ». On parlera même pas d'Abad, de gens comme ça, on va pas tirer sur les ambulances. Sarkozy, évidemment, l'autre ex, puisqu'on a deux ex aujourd'hui, il ne reste plus que deux ex. La faucheuse a fait son office pour le reste, qui nous coûte d'ailleurs moins cher en entretien de président de la République. On n'en a plus que deux encore en vie qui ont pu être en exercice avant Emmanuel Macron. Donc Sarkozy, évidemment, se sent à nouveau une destinée, évidemment. Donc tel l'oracle, il explique tout le mal qu'il pense, je disais, de Macron. Et de ce qu'il faut faire, il néglige, semble-t-il, d'attaquer Bardella.
c'est nouveau, ça veut peut-être dire quelque chose. Je dirais que quand on a autant de casseroles que Sarkozy, il faut être bien avec les gens qui vont avoir le pouvoir. Parce qu'on sait que, vu l'immense indépendance, la séparation des pouvoirs de ce pays, sous 5e République de ce pays avec l'autorité judiciaire, il vaut mieux être proche de l'exécutif, en effet, voilà, faut pas insulter l'avenir. Ouais, exactement, il faut pas. Et puis alors, le dernier en date, Dominique Galouzeau de Villepin aussi, qui va voter Front Populaire. Mais oui, parce que le plus grand danger, je ne sais pas si ce sont ces commanditaires qataris qui lui ont soufflé, pourquoi pas, c'est de combattre le Rassemblement national, bien évidemment. Ouais. Mais on nous parle toujours de 3 blocs. Nouveau Front Populaire, Union des droites, nouvelle majorité parlementaire pour Macron ou Édouard Philippe. Mais quelles sont ces recompositions politiques? Qu'en pensez-vous? Disons que vous avez d'un côté dans le nouveau Front Populaire, il y a une union autour d'un programme dont les bases sont... D'abord, c'est un programme immigrationniste, clairement. D'ailleurs, Macron l'a dit. Macron est non seulement maintenant d'extrême droite parce qu'il est contre les immigrés, il est transphobe. Il est devenu on l'a accusé, le pauvre Macron, d'être transphobe quand il reproche au nouveau Front Populaire de changer de sexe à la mairie. Alors voilà, et puis de développer le concept de réfugié climatique. Il dit mais c'est pas possible avec ça. On va avoir on peut pas accueillir toute la misère du monde. Bien sûr, bientôt on va entendre Macron dire ça, hein, vous allez voir. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui, hein, tous ces retournements. Bon, sinon, dépenses publiques massives, mais ça, c'est pas nouveau, puisque de toute façon, on sait bien que le nouveau Front Populaire, on fera payer les riches. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Donc, une bonne dose de LGBT. On est riche à partir de 4 000 euros de revenus au foyer fiscal. Donc, préparez-vous à serrer bien la ceinture. C'est sûr. Sinon, LGBT ou wokisme, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime sur Radio Courtoisie. L'union des droites, à force de mettre de l'eau dans son vin, on a l'impression que c'est plus que de l'eau, hein, le RN. Ça ressemble, Henri Guénaud, à juste titre, dit ça, le piège pour le RN serait de ressembler à l'UMP d'hier, quoi. Quant au bloc central, il est élargi par les alliances honteuses. En plus, ce sont des alliés honteux, les LR anti-Ciotti, qui s'allient, mais disent non, on ne s'allie pas, évidemment. On pense à Gérard Larcher, par exemple, qui nie absolument toute alliance. Bon, quelle est là alors, est-ce que c'est ça la raison de l'optimisme de Macron? Avoir une majorité à portée de main? On le trouve en effet extrêmement optimiste, Emmanuel Macron. Tout à fait. Mais attendez, Nicolas, assistons-nous à une nouvelle quinzaine de la haine, comme en 2002, lorsque l'ensemble du système s'était ligué contre la droite patriote, incarnée à l'époque par Jean-Marie Le Pen et l'EFN. Il y a les mêmes réflexes, oui. La même tentation est à l'œuvre. Mais il semblerait que cette fois-ci, la mayonnaise ne prend pas, ou elle prend plus. Les opérations de manipulation en plus sont délicates cette fois-ci parce que le bloc central il est pris en étau entre l'Union des droites et le Front Populaire. Alors quand on est au pouvoir, en même temps ça va encore, on appelle ça les oppositions, ce sont des éléments de langage, sauf que là on n'est plus dans des éléments de langage, on est dans du dur. Donc il faut réussir à disqualifier 2 adversaires au lieu d'un, comme ce fut le cas en 2002, donc c'est plus compliqué. Mais concrètement, le retour sur l'avant-scène de la question antisémite avec le viol de Courbevoie paraît avoir été monté en épingle pour embarrasser le nouveau Front Populaire comme le RN. Vous voulez nous en dire 2 mots peut-être, Lara, de cette affaire du viol de Courbevoie? Moi, sur cette affaire, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez étrange, et ça, j'en ai été frappée. C'est c'est lundi que ça apparaît, en fait, dans la presse. Et lundi soir, il y a une première manifestation, et il y a déjà des pancartes en dur, unifiées, monter sur les petits trucs en bois là pour les porter. Et là, tu te dis, mais on aurait dit qu'ils avaient 15 jours pour préparer cela. Or, il semblerait qu'ils n'avaient même pas 24 heures. Parce que l'information est sortie le jour même. On avait dit la même chose, rappelez-vous, avec Charlie Hebdo. Oui, tout de suite, dès le lendemain, les affiches, vous n'aurez pas ma haine. Voilà, mais il y avait beaucoup de choses numériques. Là, c'était imprimé en dur sur les pancartes vraiment rigides. Je suis surprise de l'efficacité de ces mouvements qui peuvent aussi vite... voilà. Bon, en tout cas, sur Courbevoie, je rappelle tout de même que nous avons 2 jeunes violeurs,
dont on nous explique que c'est de Dont on n'a même l'antisémitisme. pas les prénoms. Non, on ne sait pas qui c'est. On dit, mais alors quel est le profil? Je suis allé regarder dans la presse. Ah, le profil. Mais quel est le profil des accusés? Mais en fait, il y a tout un tas de choses qui nous est interdit de savoir. Ah, Or, pourtant, je suis désolé, j'ai juste envie. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre qu'il y a, que ça soit des faits divers selon eux ou autre chose. J'aimerais être en mesure, avant qu'on me dise d'ailleurs c'est un fait divers, est-ce que c'est bien un fait divers lorsque, semble-t-il, on a agressé sexuellement une jeune fille du fait de ses origines religieuses. Ce qui est monstrueux en soi. Donc moi j'aimerais aussi l'origine de ceux qui ont agressé, ça me paraît logique. Mais non, ça, étrangement, on n'a pas le droit de le savoir. Alors, on a juste une information qui est sortie quand même, qui parle du fait qu'ils ne sont pas issus de familles défavorisées. Donc voilà, composé avec ça. Et l'un serait l'ancien petit ami de la jeune fille, et on lui reprocherait d'avoir tenu des propos négatifs vis-à-vis de la Palestine. Oui, et on dit que le jeune garçon reprochait à la jeune fille le fait d'avoir caché qu'elle était juive. Enfin, il y a des détails tellement sordides et bizarres qui sortent, mais le principal, chose qui peut quand même, voilà, un petit peu répondre à nos interrogations, là, il n'y a pas de réponse. Bon, en tout cas, c'est le retour de la bête immonde. Durant cette campagne, on l'attendait. Je vais même me faire nietzschéen, c'est l'éternel retour de la bête immonde, et le ventre est encore fécond. Voilà. Donc Dupond-Moretti arrive. Il explique que l'antisémitisme n'est pas résiduel, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est le même qui nous explique que la délinquance n'est qu'un sentiment, d'insécurité, voire un fantasme. Mais alors l'antisémitisme, non, ça c'est autre chose. Voilà. Donc il s'est pointé à cette fameuse manifestation dont vous venez de parler pour tenir son discours. J'ai pas eu l'impression qu'il avait d'ailleurs été particulièrement applaudi ce jour-là. Alors dans cette affaire, on cible surtout la gauche et les filles, mais ça fonctionne pas parce que l'alliance des intérêts électoraux à gauche, encore une fois, est beaucoup plus forte que le reste. Donc je dirais, penser qu'on va créer une rupture entre LFI et puis le reste d'une gauche plus modérée sur ces questions d'antisémitisme, quand il y a les élections qui arrivent, quand il y a les places à prendre, alors là, c'est complètement s'illusionner, encore une fois. Je crois que les conseillers de Macron en communication ont juste oublié une chose, c'est les lois d'airain de la vie politique, c'est l'intérêt premier, c'est la gamelle, c'est le siège, et donc ça, c'est la priorité. Après, on réglera les comptes ensuite. Quant à la droite, le RN est devenu totalement pro-israélien, anti-Hamas, donc ça ne fonctionne plus non plus. On n'a qu'à écouter les Klarsfeld, père et fils, Serge et Arnaud, qui, le père lui-même, dit moi, en tout cas, je n'hésiterai pas à voter Rassemblement National plutôt qu'un candidat du nouveau Front Populaire. Oui, mais il y a d'autres procès d'intention qui visent à la fois les deux extrêmes. C'est la question des marges budgétaires. On cherche à mettre à un doute la capacité du RN et de la gauche à gérer correctement le pays, quand on sait comment il est payé, il est géré jusqu'à maintenant. On chiffre leur programme à plus de 100 milliards de déficit. En plus, on brandit la menace de l'augmentation des taux d'intérêt, chose qui est déjà faite à l'annonce même de la dissolution. Merci. Ils ont déjà fortement augmenté voilà. Les taux d'intérêt. Des sanctions de l'Union européenne, de la mise sous tutelle de la France par Bruxelles et le FMI, selon Bruno Le Maire. Ah, encore nos Mozart de la finance, qui d'ailleurs ne manquent pas de toupet, ils ont déjà ruiné le pays. Ils osent encore donner des leçons de morale. Je rappelle, en 7 ans, avec Macron, c'est à peu près 900 milliards de dettes d'augmentation. Alors, déjà, il y a l'imposture bruxelloise. Ça, c'est se foutre du monde. La Commission européenne se réveille tout d'un coup et elle ouvre la voie mercredi au lancement d'une procédure pour déficit excessif. C'est extraordinaire. Ils ont attendu 2024, l'été 2024 pour dire « Oh, mais dites donc, la France, oh là 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 là, il y a beaucoup trop de déficit. » Bon, alors ce n'est qu'une proposition, mais il ne fait guère de doute que les ministres des Finances de l'Union européenne approuveront formellement les analyses de l'exécutif européen lors d'une réunion qui se tiendra le 16 juillet. Vous voyez, c'est peu de temps après l'élection. Allez hop! Les déficits publics français ont atteint 5,5% du PIB en fin 2023, un niveau significativement plus élevé, évidemment, que les fameux sacro-saints 3% exigés. Alors, il n'y a pas que la France qui est dans la charrette. Comme par hasard, vous y retrouvez l'Italie, la Hongrie, la Pologne.
Mais c'est toujours les mêmes, les mauvais élèves. Ah, il y a la Belgique. Bon. Bon. Risque de sanctions financières à la clé, 2,5 milliards de déficit. Ben ça, c'est normal. Quand vous êtes en déficit, quoi de mieux pour faire baisser le déficit que vous coller une amende pour avoir un déficit de plus. Allez. Mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, si vous votez bien, et si Nono Le Maire il reste au pouvoir, l'homme qui avait mis à genoux déjà la Russie de Poutine financièrement, il n'y a pas de problème, ça tiendra. Mais alors attention, il prévient, il n'y a aucune marge de manœuvre. Il y a un article très intéressant que je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie sur Giorgia Meloni dans le Figaro de cette semaine, qui explique comment la néofasciste Meloni est rentrée dans le rang. Et Dieu sait comme en effet, elle est vite fait et bien fait rentrer dans le rang par rapport à tout un tas de positions, dont l'immigration, dont l'Europe. Et ce, pour des raisons financières. Ils lui ont vraiment expliqué la façon dont ça allait se passer à Giorgia Meloni si elle ne tenait pas une stricte orthodoxie européiste. Il semblerait qu'il y aurait aussi une augmentation des dépenses avec le RN. Et où trouver les causes d'économie pour équilibrer tout ça? Vous avez des idées, Nicolas? Bon, déjà, il y a un ajustement permanent au niveau du RN, hein, impôt sur le revenu, taxe sur les énergies, on devait faire baisser tout ça. C'est plus des priorités, finalement. J'ai lu Jean-Yves Le Gallou qui tient des propos très, très, très intéressants sur ce sujet. C'est une de ses spécialités. Lui, il dit qu'il faut d'abord sabrer dans les dépenses d'immigration. Ça, c'est la priorité. Sabrer dans les dépenses de fraude fiscale. Là, il y a un potentiel d'une dizaine de milliards d'économies selon le juge Pratt. Sur les dépenses d'immigration, on parle même de 50 milliards éventuellement d'économies. Bon, ça, c'est dans l'absolu, hein, évidemment. Sabrer dans les dépenses sur la transition énergétique, éolien, panneaux solaires, voitures électriques, isolation des bâtiments. C'est à peu près 40 milliards d'euros. Et sabrer dans les subventions aux associations aussi, évidemment. Et puis dans les dotations de l'État aux métropoles. En tout cas, il y aurait la possibilité, mais avec une politique résolue, de trouver les dizaines de milliards nécessaires en termes de recettes ou de réduction des dépenses pour trouver ces marges de manœuvre qui manquent aujourd'hui, selon Bruno Le Maire, au Rassemblement national s'il arrive au pouvoir demain. Alors, par ailleurs, les tentatives d'intimidation contre le RN et ceux qui veulent s'allier avec eux sont pleins. Vous ne trouvez pas? Déjà, c'est parce que ça peut marcher. À gauche, ils s'en foutent. Même un triple fichier S est maintenu par LFI et il se victimise à la moindre occasion. Raphaël Arnaud, jeune garde, il est accusé de mort quand même. Il est accusé de menace de mort sur Alice Cordier, la présidente du collectif Némésis. Il dit si je te vois, je te tire une balle dans la tête. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, futur député. Mathilde Panot a dit arrêtez de victimiser, de stigmatiser nos candidats. C'est extraordinaire. Laissez-les se faire victimiser. Mais par contre, à droite, alors là, justement, cette intimidation, elle marche. Donc, quand elle marche, l'intimidateur, s'il voit que ça marche, pourquoi voulez-vous qu'il arrête? Donc là, on vire le premier candidat politiquement incorrect, viré. Quand Darmanin veut dissoudre le GUD, Bardella dit oui, il faut dissoudre le GUD. Même toute l'extrême droite, la vraie méchante, il faut tous les virer. Bon, à gauche aussi, dit-il. Donc ils sont à leur dédiabolisation, mais on se laisse intimider par cette espèce de harcèlement des bien-pensants. Puis après, il y a les mauvais coups, les coups tordus. Alors là, on en a quelques-uns déjà dans cette campagne. Les mauvais coups faits à Ciotti. Il est visé par on apprend qu'il est visé par une enquête comme par hasard pour détournement de fonds publics le lendemain ou le surlendemain de sa décision de faire alliance avec le Rassemblement. Pour des places de parking. Bientôt, on apprendra qu'il ne payait pas ses tickets de tramway. Alors, non mais voilà, gravissime. Anticorps des Alpes-Maritimes. Ils sont sympas Anticorps finalement avec le pouvoir, alors que le pouvoir leur a interdit leur délégation au niveau de la justice. C'est pas grave, là ils leur rendent un fier service. Mais il faut bien qu'ils montrent patte blanche pour réobtenir. C'est ça, peut-être, dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, c'est un mauvais coup de Christian Estrosi, selon
Éric Ciotti. Il est attaqué aussi, Ciotti, alors là c'est assez extraordinaire, Ouais. il reproche au ministère de l'Intérieur l'appellation Union de l'extrême droite, c'est-à-dire que tous ces candidats siglaient Union de l'extrême droite. Donc ça le rend fou, il s'est rendu compte, c'est non, t'as pas rompu le cordon sanitaire, t'es juste passé du mauvais côté de la barrière, mon gars. Voilà ce qu'il lui explique. Donc il est fou furieux, évidemment, on le serait à moins. Et puis alors, le ministère de l'Intérieur, inerte à s'opposer quand même. Il y a des violences faites aux candidats RN. Moi, j'ai vu des images, mais c'est inouï. Hein. Ils se font taper dessus sur les marchés. Vous avez des Non, c'est pas molosses drôle. habillés en noir qui leur tapent dessus et qui leur crachent dessus, qui déchirent leur tract. Personne. Alors, il n'y a pas un policier. Il n'y a pas un policier. Les mêmes policiers qu'on trouve tout de suite, vous savez, au pied de la Tour Eiffel, lorsqu'il faut arrêter les Bulgares qui ont mis des cercueils en plâtre. Ah, on les a attrapés dans les 5 minutes. Mais là, ils se font matraquer. Il y en a un, il est à l'hôpital, le candidat, jusqu'au soir du premier tour des élections. Il y a Hervé Breuil, candidat RN, il a été hospitalisé donc à Saint-Étienne. Il y a un militant qui l'accompagnait, parle d'attaque coordonnée quand même de 4 individus masqués. Le candidat RN aussi, Ethan Lay, porte plainte pour harcèlement et menace de mort. Mais tout va bien. Ouais, mais on leur apporte notre soutien. Hein. C'est pas parce qu'on en rit que, enfin, Non, mais on évidemment. ne trouve pas ça grave. Lion jaune. Mais par ailleurs, donc elle est sportive, star de cinéma, syndicat de journalistes, syndicat de juges, se ligue contre l'extrême droite. Et il y a encore des manifestations prévues dans les rues de Paris ce week-end, il me semble, Nicolas. Alors oui, il y a des manifestations organisées partout en France à l'appel des organisations féministes et de l'intersyndicale, donc CFDT, CGT, UNSA, Solidaire, FSU. On reçoit même professionnellement sur nos écrans, sur nos boîtes mail, ce genre de propagande, on est content de le savoir. La CGT, Alerte Féministe et la Ligue des droits de l'homme, cartographie d'ailleurs les rassemblements si vous voulez aller manifester. Il y a en effet les syndicats, vous avez les sportifs, vous en avez parlé, il y avait Marcus Thuram, Mbappé, qui n'en manque pas une après le petit ange Naël soutient Marcus Thuram. Et puis, alors vous avez quand même quelques-uns qui sauvent l'honneur. Vous avez, pour ceux qui connaissent un peu le foot, Rabiot, ancien joueur du PSG, qui tempère en disant chacun fait comme il veut et va voter. En tout cas, moi, ce n'est pas l'essentiel, n'est pas durant cette coupe de championnat d'Europe de parler politique. Et puis alors, il y en a un. Alors là, celui-là, il n'a pas loupé son tweet, lui, Jimmy Cabot. Il s'excuse, lui, il est humilié publiquement. Parce que justement, alors là par contre, autant vous avez le droit de dire je vote Macron ou je vote LFI, le malheureux, il n'avait pas voté FN, il avait juste liké un tweet de Jordan Bardella. Et alors, il dit, c'est un joueur de RC Lens, donc il dément bien sûr être proche des idées du Rassemblement national. Et alors là, c'est un morceau de bravoure, ce qu'il dit, le pauvre garçon. Il dit, je viens renforcer un cliché tenace, je suis bien un sportif, pas très futé. Je suis formellement... Mais ils le sont tous en fait. Je suis formellement contre les idées du Rassemblement national, mais j'ai en effet liké un post de Bardella parce que j'ai trouvé amusante sa réponse à Squeezie, a-t-il expliqué sur X. Le youtubeur Squeezie avait en effet publié un message incitant les jeunes à ne pas voter pour le Rassemblement national sur Instagram. Et Jordan Bardella n'avait pas tardé à lui répondre, donc il s'est flagellé, le malheureux Cabot. Marion Cotillard, elle, voilà, l'ancienne petite fiancée de Monsieur Weinstein. La jeunesse emmerde le Front National. Avec une veste en jean, vous savez, c'était à peu près la même chose qu'on avait à mon époque. Elle doit avoir à peu près la même âge que moi. Elle est plus si jeune que ça, Marion Cotillard, avec ses pins, vous savez, sur sa veste en jean. C'est la fameuse gauche caviar. L'hypocrisie à son paroxysme, insupportable, se sont insurgés quelques internautes. La meuf millionnaire qui passe du bon temps sur un yacht de luxe pendant le confinement revient donner des leçons aux Français. Comment elle se permet de parler au nom de toute la jeunesse, lâche d'autres. Après, alors là, c'est aussi formidable, le syndicat des journalistes qui appelle à voter contre le RN. Pour défendre, et vous savez pourquoi ? Pour défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc pour la liberté d'expression, la liberté de la presse, il faut être contre le Rassemblement national. Pour le pluralisme, être contre. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est comme quand on veut faire la paix en donnant des armes de guerre, voire en faisant soi-même la guerre. Donc ils appellent à un front commun. Donc c'est certainement ça, la pluralité. Donc là-dedans, vous avez Mediapart, Arrêt sur Image, l'Humanité, par exemple. Oui. Et que pensez-vous, Nicolas,
Par rapport à la majorité absolue qui a été évoquée, je rappelle qu'aujourd'hui, les députés RN, enfin les sortants sont 89, il faudrait être 289 pour avoir la majorité absolue. Sinon, Bardella annonce qu'il ne gouvernera pas, qu'il n'acceptera pas Matignon. Ouais. Quelle est votre analyse sur cette majorité ? Bon, une partie de l'analyse, de toute façon, on va la développer dans le livre Journal des controverses avec Mike Borowski à partir de 10h30. Donc, étant donné que je vois le temps qui file à une vitesse phénoménale dans cette nouvelle formule non écrite de revue de presse, je dirais, vous allez voir. Bon, pour le moment, il y a 33 à 35% des voix dans les sondages pour le Rassemblement national. Ça ne suffit pas, a priori, pour obtenir une majorité absolue. En tout cas, il y a une prime. On n'est quand même pas sur de la proportionnelle. Il y a une prime avec ce scrutin uninominal majoritaire à 2 tours qui peut permettre d'amplifier les résultats du premier tour. Donc, à voir. Et je dirais qu'aux élections législatives, le fait de ne pas avoir d'alliés, ça c'est le problème structurel du Rassemblement national depuis toujours. Parce que même quand ils ont des alliés, on voit bien que ce soit Marion Maréchal d'un côté ou que ce soit Ciotti de l'autre, ce n'est jamais le parti qui vient avec eux. Mais c'est moins gênant, je dirais, sur une élection législative de ne pas avoir d'alliés entre le premier et le deuxième tour que sur une élection présidentielle, entre autres parce qu'il peut y avoir des triangulaires. Donc, difficile à dire. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est l'effondrement de la cote de popularité de Macron, qui même porte atteinte à la notoriété de Brigitte. Hein, on l'a vu sur l'enterrement de Françoise Hardy. Elle s'est fait huer. D'ailleurs, vous savez, la plus forte croissance des votes RN, c'est côté femmes. C'est assez surprenant comme analyse, mais effectivement, les femmes votent davantage, et c'est d'où cette montée. Quoi votent davantage RN. Ça, c'est pas étonnant de toute façon, de même que De Gaulle a eu son élection à la présidence en 1965, il la tenait des femmes, pas seulement parce que les femmes le remerciaient de lui avoir donné le droit de vote en 1945, mais parce que de toute façon la femme a un tempérament plus conservateur, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Pour le meilleur, par exemple, sur des élections, à mon avis, pour le pire, durant la crise sanitaire. Mais quels sont les dangers si jamais il n'y a pas de majorité absolue comment vous analysez, vous voyez la suite? Est-ce qu'il y aura une émeute électorale? Les émeutes, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'émeute post-électorale. Mais cette histoire d'article 16 en tout cas, évoquée. S'il n'y a pas de majorité absolue, un gouvernement technique, moi, j'y crois pas trop. Ensuite, Bardella, en effet, a dit je ne serai pas le conseiller du président, donc je ne serai pas candidat au poste de Premier ministre. Marine Le Pen vient de développer une thèse en disant de toute façon, s'il y a une crise politique, la meilleure solution, même si je ne lui demande pas de le faire, ça reste tout de même la démission du président de la République. Dans les rumeurs actuelles, d'ailleurs, il ne l'exclut pas. Sauf qu'a priori, il ne peut pas se représenter, même si ça se discute. Même si j'ai envie de dire ça se discute, on verra. On n'est pas encore à un coup tordu près du Conseil constitutionnel. Ça reste à démontrer. Donc les risques d'émeute, ça c'est des éléments post-électoraux, c'est-à-dire imaginons que le Rassemblement ait une majorité. Alors on peut craindre en effet, il faut savoir que les services de renseignement territoriaux, police, armée s'y préparent, ils prennent très au sérieux ce risque d'émeute. Je rappelle qu'il y a une quarantaine, pendant les JO, il y aura une quarantaine d'armées et de polices étrangères qui ont été sollicitées pour renforcer la sécurité des Jeux Olympiques. Alors on savait que 46 pays avaient été sollicités au mois de janvier afin de renforcer les 18 000 militaires, 45 000, tenez-vous bien, policiers et gendarmes. Alors l'identité des nations était restée plus ou moins inconnue. En effet, sur le plan militaire, officiellement, seules la Pologne et la Belgique avaient affiché leur présence sur le territoire national du 26 juillet au 11 août. Alors selon les informations du journal du dimanche, ces deux pays seront accompagnés par l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis. Tiens. Nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés, le vrai tuteur de l'Union européenne. La Lituanie, les Pays-Bas. Alors oui, on peut se poser des questions sur ce qui pourrait suivre. Alors il y a des rumeurs sur l'article 16. Alors on répond à l'article 16 par l'article 68 sur la destitution du président de la République. Il y a en effet aujourd'hui, de toute façon, une ambiance détestable, délétère, sur lequel on aura encore l'occasion de parler avec notre invité qui est déjà sur ce plateau aujourd'hui, Christian Vannès, qui connaît bien tous ces sujets. Donc oui,
Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'on ne pourra pas samedi prochain, ni le samedi suivant, ma chère Lara, commenter cette actualité, on le sait, puisque nous avons une exposition sur les ondes hertziennes. Nous ne pourrons pas commenter l'actualité pour des raisons liées aux obligations qu'impose l'Arcom à l'ensemble des médias. Il nous faudra faire sans, même s'il y aura un libre journal de la Résistance française, que connaît bien aussi notre invité du jour. Vous voyez, petit à petit, moi, de toute façon, j'ai déjà donné son nom. Les auditeurs le savent. On essaiera quand même d'approfondir tous ces sujets. Je rappelle que la semaine dernière, nous nous inquiétions de la possibilité de ce qui pourrait être les prémices d'une révolution de couleur en France. Est-ce que la France est mûre pour ce type de révolution de changement de régime? Est-ce qu'on activera l'article 16 s'il y a des émeutes? Est-ce une tentation réelle du président de la République? On n'en sait rien pour le moment. Nous en sommes à développer des hypothèses uniquement. Bon, c'est terminé. Il y a peut-être un auditeur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que Micron se réjouisse paraît logique si l'on considère qu'il pourrait vouloir refiler la patate chaude de RN en espérant qu'il se gaufrera pour que lui ou ses maîtres reviennent. C'est une des thèses, évidemment, du pourquoi de la dissolution. Après, il pose la question, 900 milliards de dettes au profit de qui et de quelle banque? Bon, écoutez, voilà, merci, c'était la revue de presse de la fin des temps. D'abord, bonjour Christian. Bonjour Nicolas. Bon, bienvenue. Très intéressante la revue de presse, là. Hein. Passionnante. Mais le sujet, le sujet, je pense, aujourd'hui. Oui, mais c'était très nourri. La matière, oui. Mais c'est gentil, merci. Non. On est en tout cas content de vous retrouver, Christian. Je suis sûr qu'il y a énormément d'auditeurs. Combien ils ont aimé vos livres journaux. Vous étiez une semaine sur 4, je crois, sur le livre journal de la Résistance française. Absolument. Alors, qui était un des spots. C'est-à-dire vous étiez à la hauteur de celui qui, à un moment donné, a tant inspiré cette radio, qui était Serge de Beketch, bien évidemment. Allez, on va tout de suite, avant cela, voir notre petite chronique. Écoutez, notre petite chronique financière. Avec notre grand... Absolument, Lara. Vous voulez le tien, présentez-le donc, puisque vous êtes resté là cette fois-ci. Oui, je suis resté. Bonjour Franck, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Pengam. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous allons tous très bien. Je ne vous vois pas par contre, c'est normal? Nous, on vous voit très bien, en tout cas. Ok. Vous êtes observé. Ah, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Alors, donc, le président fondateur de Géopolitique Profonde, à la fois un magazine, une chaîne principale YouTube, c'est bien ça? Bientôt 3 chaînes, même. C'est ça? Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça, oui? Oui, vous pouvez le dire. C'est-à-dire que là, on a ouvert une deuxième chaîne YouTube que j'ai récupérée, puis il y en a une troisième qui va arriver. Donc, on essaie de créer un écosystème avec différents formats, un écosystème médiatique. Donc voilà, on essaie d'avancer à ce niveau-là. Donc la troisième chaîne va sortir en août, normalement, ou voire fin juillet. Une nébuleuse. Ça fait vraiment comme voilà, le microcosme Bolloré. Voilà, Pengam maintenant. Oui, l'objectif, la voilà, presse écrite. C'est surtout, en fait, on est conscient du risque que peut avoir la centralisation, c'est-à-dire avoir une seule chaîne YouTube, n'avoir qu'un seul réseau social. On peut se faire censurer à tout moment, en fait. Donc, il faut prendre des dispositions pour, en fait, anticiper. Moi, c'est tout mon travail aussi de gérer le risque derrière. C'est ce qu'on fait notamment en finance. Et donc, c'est ce qu'il faut faire également dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours des risques. Et puis surtout, avec nos idées politiques, on a encore plus de risques. Donc, il faut encore plus anticiper certaines choses. Malgré votre jeunesse, c'est l'expérience qui parle. Donc, voilà. Oui, je suis quand même dans ce milieu depuis 5 ans, 6 ans, je veux dire, sur Internet, à faire ce que je fais. Et puis après, dans le milieu métapolitique... Dans nos idées, j'y suis depuis 15 ans quasiment, donc je sais un peu ce qui se passe, j'ai vu ce que mes parents ont subi, donc voilà, je connais à peu près vous avez été formé à la bonne école, vous croyez? Voilà, c'est ça. Alors, on a fêté il n'y a pas longtemps les 200 000 abonnés sur la chaîne principale YouTube. J'ai regardé d'ailleurs, on est déjà pratiquement à 220 000, là 218. Je crois. Oui, ça va vite. En fait, c'est par palier, une fois qu'on franchit le palier. Donc la prochaine fête, ça arrive bientôt, ça sera les 300 000, c'est ça?
Oui, bah voilà, la fête là s'est super bien passée. Donc on a fait ça il y a 2 semaines maintenant. 2 semaines, c'était lundi 10 juin. Et Ça donc passe c'est vrai vite. qu'on a rencontré. Ouais, ouais, on a rencontré pas mal d'auditeurs. Je pense qu'il y en avait de Radio Courtoisie, mais ils se sont pas annoncés tels quels. Si, il y en Donc en avait tout cas, plein. Oui, oui, il y oui, en avait oui, il y en plein. avait Ok, plein. ok. Bon, en tout cas, on a été tous ravis de cette soirée. On a rencontré beaucoup de gens. Les gens étaient très, très sympathiques, très contents aussi d'être là. Donc, ça faisait plaisir d'avoir une vraie réunion physiquement. Et 500 voilà, non. personnes qui devaient venir, il y en a eu plus de 570. Vous avez été obligé d'arrêter pratiquement dès les premiers jours les inscriptions et d'en augmenter les prix pour essayer de dissuader trop de personnes de venir. On imagine qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux. Et puis il y avait, en plus de toutes ces personnes qui avaient, et ça faisait plaisir à voir, envie d'être en contact. On le ressent énormément aussi sur Radio Courtoisie avec des auditeurs qui aiment prendre la tâche, toucher, parler avec les patrons d'émission. Là, c'était exactement la même chose. Il y avait un formidable enthousiasme. Et puis, on a nos amis dits, alors ce terme est horrible, et sur Radio Courtoisie, évidemment, on va tout de suite le traduire, les VIP, Very Important Person, donc les personnes importantes, en tout cas, ceux qui sont de l'autre côté de la caméra ou du micro. Moi, voilà. j'appelais nos invités de prestige. Vous avez raison, Lara. Les invités de prestige ont répondu aussi présents. On avait beaucoup de ces invités. Et qui étaient très abordables, qui ne se sont pas mis à l'écart, mais sont bien... voilà. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bah, on a vu Pierre Joanovic notamment, André Berkoff, il y avait Nicolas Vidal. Il y a quand même eu des pontes qui sont venus. Il y a eu Bruno Gollnisch qui est venu, il y a eu Karl Lang, Martial Bild. Donc non, c'était vraiment une belle réunion. Les gens ont pu discuter avec leur star favorite. Et puis donc voilà, c'était hyper intéressant. Effectivement, on a été quand même submergé par le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été gentil sur les places, je les ai mises à 5 euros et en fait c'est vraiment parti comme des petits pains pour le coup. Donc en fait je me suis dit on va jamais y arriver quoi à ce niveau-là. Mais non voilà, c'est un franc succès. On a eu un peu de mal avec la gestion. D'ailleurs je te remercie Lara pour avoir géré les entrées au début parce que c'était vraiment difficile. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc j'espère que tout le monde a pu avoir un peu à manger, un peu à boire. Apparemment c'était assez qualitatif, donc on remercie également le restaurant qui nous a accueillis, la brasserie. La Gauloise. On peut le dire maintenant. Ouais. La Gauloise. Oui. Vive la Voilà, Gauloise. La bien nommée. Donc c'était la Gauloise dans le 15e, donc voilà, on les remercie chaleureusement de l'accueil, c'était vraiment exceptionnel. Donc excellente soirée, on espère pouvoir renouveler ça bientôt. Très bien, oui, pour les 300 000. C'est bien ça. Oui, voilà notamment. Donc très vite. L'actualité peut-être de GP, un élément financier si vous le souhaitez, ou un commentaire libre avant le grand angle, mon cher Franck. La parole est à vous. Oui, là, voilà, déjà, on développe des sujets sur les législatives à ton initiative. Donc, toute la semaine, là, tu fais un point quotidien sur ce qui se passe en France, sachant qu'il y a des commentaires à faire vraiment, vraiment tous les jours, tellement ça bouge vite. Donc, Macron a foutu un sacré bordel, si je puis dire. Donc, voilà, on développe quelques nouveaux formats. Et puis, on essaie de faire également des micro-trottoirs sur la deuxième chaîne qu'on vient d'ouvrir. Donc là, c'est Michael de la chaîne Planète 360 qui, je pense, est connu des auditeurs qui nous fait ça. Donc lui, il est localisé aux alentours de Nice et puis il pose des questions dans la rue pour voir ce que pensent les Français de la situation actuelle avec les élections européennes, avec les élections législatives, avec ce qui se passe dans la situation politique. Et notre objectif aussi, c'est de voir en fait du point de vue de l'inflation, qu'est-ce que les gens subissent en fait concrètement aujourd'hui dans leur vie quotidienne, comment ils voient leur situation factuelle évoluer. Et on voit que c'est pas bien joyeux dans certaines parties de la France. Donc voilà, et puis c'est intéressant parce que souvent les micro-trottoirs, je sais pas si vous connaissez un peu ce milieu, Nicolas, Lara, ça se passe souvent à Paris en fait. Donc les gens posent des questions aux Parisiens ou alors en Île-de-France. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans la France dite périphérique. Donc on peut poser des questions à d'autres gens en fait. Et on voit que c'est d'autres profils qui apparaissent. Donc on pose des questions. Il y a quelques macronistes, mais il y a quand même il y a des gens de l'UPR, il y a beaucoup de gens du RN. Donc en fait, voilà, on a des avis vraiment, vraiment diversifiés, divergents. L'UPR voilà, de François Asselineau. Ouais, on peut retrouver des gens comme ça dans la rue. On n'a pas retrouvé dans les urnes, bon sang. Oui, bizarrement, ils votent pas. C'est surtout les jeunes qui sont mobilisés pour l'UPR, et c'est vrai que les jeunes votent un peu moins peut-être, mais bon, voilà, c'est sûr qu'en termes de voix, ils n'ont pas suffisamment de monde, en tout cas, pour être...
pour être suffisamment imposant. Bon, et puis sinon, il y a toujours évidemment les émissions phares de Mike Borowski entre 18h30 et 20h30 avec des chroniqueurs ou des chroniqueuses de talent. Lara chronique de plus en plus. Elle a développé justement et approfondi sous la Ve République, je crois, hier, la notion d'article 16. Elle nous parle article 68. Elle nous parle d'Arménie. Et j'ai cru comprendre qu'hier, vous aviez traité... Avant-hier, non non, hier. Avant-hier. Mais on a traité du procès. Du procès. De Natacha. Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Voilà. 17e chambre. Bah oui, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, donc déjà l'entretien a bien marché. On avait fait un sujet également la veille sur le souverainisme. Ah oui, mais alors voilà, alors c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que c'est vraiment, vous avez des sujets aussi exotiques le vendredi que l'affaire Britchell, et la veille, vous êtes avec Paul-Marie Couteau, 10 ans député européen. On sait qui c'est. Christian Vannès, on sait aussi qui c'est, ancien député du Nord. Et là, c'est des sujets totalement différents. On a l'impression que vous aimez jongler sur des sujets vraiment très très différents d'un jour à l'autre. C'est la marque de fabrique. C'est votre marque de fabrique, ça, GPTV. En fait, ça correspond à ma personnalité. Je suis assez ouvert d'esprit, assez. J'essaie de piocher un peu partout, là où c'est intéressant. Et puis Mike aussi, il est très ouvert à faire différents formats parce que ça l'amuse en fait tout simplement, et puis c'est intéressant, ça intéresse les gens, donc c'est bien de faire du sérieux mais dans la bonne humeur. Donc même Paul-Marie Couteau a été assez étonné sur le plateau, il a beaucoup apprécié l'échange parce qu'il a vu qu'en fait on pouvait être vraiment sérieux tout en restant détendu, et donc c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Et puis en plus on donne quand même de l'analyse de fond, derrière il y a toujours la revue qui donne vraiment des dossiers approfondis sur la géostratégie, la macroéconomie, la finance, donc on essaie vraiment d'être sur différents domaines pour donner toujours des informations pertinentes, et puis que ça plaise également aux gens. On s'attache, c'est pour ça que ça marche aussi un peu, on s'attache vraiment à faire des choses intéressantes dans la forme aussi. Donc c'est vachement important aujourd'hui d'être très précis sur la forme pour pouvoir en fait développer différents sujets, même les sujets les plus sérieux. Il faut quand même donner une forme attractive derrière pour pouvoir diffuser les idées, c'est vachement important. Moi, ce que je trouve très intéressant chez Géopolitique Profonde, c'est justement cette capacité de créer des sujets qui ne sont pas forcément dans l'actualité immédiate, mais qui intéressent effectivement les Français. Et on découvre que c'est un sujet qui est un petit peu laissé à l'abandon par les grands médias mainstream, et que Géopolitique Profonde peut faire vivre. Et curieusement, ce n'est pas forcément dans l'air du temps à ce moment-là. Donc c'est cette capacité de Géopolitique Profonde de faire revivre des sujets peut-être même passés qui est assez incroyable et intéressante pour les auditeurs. Oui, mais c'est parce que les médias font pas leur travail non plus. Donc il y a plein de sujets en fait qui sont actuels mais dont on ne parle pas. Donc nous, notre objectif, c'est également de faire des dossiers de fond qui soient vidéo ou écrits, et puis en parler. Et puis en fait, on se rend compte qu'un an après ou quelques mois après, ça fait l'actualité et on est en plein dedans, quoi. Donc non, il faut parler d'un maximum de sujets. Et puis surtout, on a tellement d'intervenants à faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, qui veulent venir sur les plateaux, etc. Donc c'est vrai qu'on les accueille avec plaisir s'ils ont des choses intéressantes à raconter. Et on va continuer comme ça. En tout cas, Mike, il va continuer de travailler, je pense, tout l'été. On va faire une petite pause quand même pour les JO parce qu'apparemment à Paris, ça va être quand même ça va être compliqué. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va faire une petite pause, mais on va quand même proposer quelques interviews pendant tout l'été. Donc, que les auditeurs. Et puis, il y aura des surprises. Il y aura des surprises, évidemment, à la rentrée de septembre, et peut-être même avant, après le 15 août. Oui, même. J'attends qu'on fasse même un commentaire en temps réel des Jeux Olympiques pour voir comment ça se passe, et ça pourrait être intéressant notamment. Donc oui, on va développer plein de formats, plein de sujets différents. Donc on va continuer de s'étendre et puis de gagner en puissance. C'est tout l'objectif. On peut peut-être entendre avant le grand angle un témoignage éventuellement, puisque Christian Vannès était jeudi sur le plateau de GPTV. Ce nouveau média, qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que vous avez un commentaire, Christian? J'étais très très heureux d'être sur ce plateau qui était effectivement très très vivant et puis d'un très très bon niveau de réflexion. Quand je suis sorti, je me suis dit j'ai pas perdu mon temps. Moi, ça fait plaisir. Je connais Mike Borowski depuis longtemps, oui. Mais j'avais en fait jamais vraiment travaillé avec lui, quoi. Et je trouve que vraiment son dynamisme, sa jeunesse.
d'esprit. Jeune un jour, vous mais savez, pas jeune hier j'étais avec des amis, pas aussi âgés que moi, mais pas loin, et il y avait leur fils avec nous. Et lorsque j'ai parlé de cette émission, eux ne savaient pas. Lui, tout de suite, m'a dit « Ah oui, oui, tout à fait, j'ai regardé, c'était très bien, etc. » Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a là, un élément très, très, finalement, enthousiasmant. C'est qu'on se dit que l'avenir est encore devant nous, alors qu'on pouvait penser l'inverse. Oui. Et je pense que vous exprimez bien cette idée-là. Vous qui êtes l'auteur de ce livre, L'identité ou la mort, justement. Oui. Bon, ce sera l'identité alors. Je suis en train d'en finir un autre. Oui. On a hâte de le découvrir et de vous inviter. C'est-à-dire que c'est un livre qui en fait évolue de jour en jour parce que comme il est nourri de l'actualité, si vous voulez, c'est vrai que l'actualité est tellement riche qu'il m'arrive assez souvent d'ajouter un élément à un chapitre. Je me dis ah oui, ça j'avais même pas prévu, mais ça se passe quand même. Ça c'est clair que c'est du caviar pour Christian Vanneste, c'est ce qui se passe et on va se régaler avec lui dans le grand angle dans un instant. Éventuellement un dernier mot, Président. Je peux parler en 2 minutes de ce qui se passe du point de vue financier. Donc, on avait parlé un peu de crypto précédemment. Donc là, voilà, ça se stabilise concrètement. On a quand même fait des bons bénéfices sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je me suis investi début mai sur des petites cryptos, donc des altcoins, on appelle ça. Et donc là, voilà, d'ici 2 ans, normalement, on devrait faire de bonnes performances sur ce genre de choses. Il faut être très patient. Donc, j'ai diffusé d'ailleurs les placements aux abonnés de la lettre. Donc, je leur ai donné ça sur la plateforme abonnée. Donc, ils peuvent aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue investissement sur les cryptos. Il faut être très prudent sur ce marché. Ce sont des sujets extrêmement volatiles. Donc, il faut mettre une petite partie de son patrimoine. Par contre, ça peut permettre de l'accélérer un peu et c'est assez intéressant. Du point de vue de la bourse, pareil, on a fait des performances assez intéressantes. Donc, sur les cryptos, j'ai fait 90% et quelques en quelques mois. Et sur la bourse, on est sur du 14% en 2 ans. Donc, c'est relativement pas mal. Voilà, le marché américain fait quand même beaucoup mieux. Mais il y a quand même des bonnes choses à faire sur le pétrole offshore. Là, c'est un des sujets que je travaille en ce moment sur les marchés asiatiques, à Singapour notamment, ou même en Chine. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire du point de vue investissement. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs et puis tous les abonnés à regarder la plateforme et tous les auditeurs à s'abonner évidemment à la revue Géopolitique Profonde pour en découvrir un peu plus. Donc en plus des analyses qu'on fait purement politiques, géopolitiques, géostratégiques, il y a aussi des éléments pour sortir un peu son argent des banques et puis commencer à faire travailler ses euros pour surperformer l'inflation et puis pour éviter surtout, si je puis dire, la dictature avancée qui va sûrement s'accroître de jour en jour, d'année en année. Parce qu'on est quand même persuadé de ça chez Géopolitique Profonde, on constate tous les jours, et puis donc voilà, faut commencer à se préparer à ce que la situation puisse potentiellement dégénérer. D'ailleurs, tu veux en parler ces prochains temps, Nicolas, avec ta thèse sur la révolution de couleur qui peut potentiellement arriver. Donc oui, j'invite les auditeurs vraiment à rester conscients, à pas juste s'informer, mais également se préparer, réagir, essayer d'anticiper un peu les choses. Ça reste toujours intéressant à faire. Eh ben, merci beaucoup, Franck, pour ta participation. Éventuellement, si tu veux rester, nous écouter et poser à un moment donné à Christian une question, tu es le bienvenu dans cette deuxième et troisième partie et dernière partie de ce libre journal. Tu fais comme tu veux. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Ainsi parlait Zarathustra. Et Zarathustra, c'est Christian Vanneste, aujourd'hui notre ancien député du Nord, patron d'émission du Libre Journal de l'Indépendance française, le président actuel de Démocratie Directe en France, ancien patron de La Droite Libre, un des initiateurs, et ça sera certainement le premier thème de La droite hors les murs, et son livre L'identité ou la mort. On va lui parler à ce moment-là de ce qui est, semble-t-il, un échec d'Éric Zemmour. Et puis il nous parlera de la démocratie directe. On a reçu dernièrement Oscar Freisinger, qui avait écrit, commis un livre il y a quelques années, Le remède suisse. Alors on va voir si ce peut être aussi avec Christian un remède pour la France, la démocratie directe. Mais d'abord, mon cher Christian, j'ai envie tout de suite de l'homme politique expérimenté, ancien député du Nord, mais député de la droite populaire, qui a donné de sa personne, payé de sa personne pour permettre des alliances, que ce cordon sanitaire entre la droite de gouvernement et la droite patriotique puisse être définitivement rompu. Cette union des droites qui semble se dessiner aujourd'hui dans des alliances politiques et peut-être demain dans les urnes, on aimerait avoir votre analyse de la situation.
politique? Alors, sur le plan personnel, j'ai envoyé un petit message à Éric Ciotti. Ah. Parce que lorsque j'ai appris qu'il était prêt à faire une alliance avec le Rassemblement national, j'ai ressorti un article que j'avais conservé dans un de mes dossiers. C'est un article dans lequel il me pourfendait pour avoir préconisé une alliance avec le Rassemblement national en 2010. C'était à propos des élections régionales italiennes. Et je disais simplement, les Italiens ont été beaucoup plus intelligents que nous. Ils ont fait une alliance à droite, qui est d'ailleurs logique, puisque les idées sont extrêmement proches, et ils ont gagné les élections. Nous, on ne l'a pas fait, on avait perdu les élections régionales à l'époque. Évidemment, tous les caciques de l'UMP me sont tombés dessus, et parmi ces caciques, Éric Ciotti. Alors, ça m'a amusé, parce que je lui ai envoyé un message en disant, lorsque je l'avais proposé, nous étions beaucoup plus forts que le Rassemblement national. Et donc, c'est lui qui aurait été notre supplétif. Là, maintenant, vous êtes exactement dans la situation inverse. Alors, moi, j'approuve votre action, mais c'est un peu trop tard et c'est un peu peu. Voilà. Alors, c'est un peu trop tard et un peu peu. Mais alors, comment vous expliquez ce nouveau positionnement d'Éric Ciotti? Parce qu'il y a ceux qui disent, oui, c'est purement local, c'est sa guerre avec Estrosi, donc il n'avait plus sa place, il a voulu faire cette espèce de sortie un peu qui peut être jugée hasardeuse par certains, ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui a enfin pris conscience de ce que voulaient ses militants? Alors, il y a trois éléments, si vous voulez. Bon, je reviens sur un des éléments, c'est l'erreur à laquelle j'ai participé de bon cœur, d'ailleurs, qui a été de faire l'UMP, avec deux partis qui, en fait, étaient différents, à savoir le RPR, qui était un parti à la fois conservateur, patriote, dont vous étiez issu, et relativement libéral. J'étais un RPR convaincu, voilà. et de la première heure, et qui, évidemment, était dans l'héritage gaulliste. C'était ça. Et puis, il y avait l'UDF. L'UDF qui était libérale, qui était giscardienne, qui avait beaucoup de différences avec nous, qui était beaucoup plus européiste que le RPR. On a fusionné ça, et alors là, on a laissé la place qu'occupait le RPR à un autre. Et cet autre, ça a été d'abord le Front National, c'était difficile, et le Rassemblement National qui, lui, occupe la place comme le coucou, hein, parce que comme il a repris toutes les idées que nous avions dans les années 80 et que nous avons lâchement abandonnées, je pense à deux idées, par exemple. La nature a horreur du vide, de toute façon. Vous avez une idée. Une idée première, c'est la préférence nationale. La préférence nationale est une idée simplement de bon sens. Bon, il est normal que dans un pays, même extrêmement républicain et tout à fait voué à l'état de droit, on ait une différence entre les droits de l'homme, de tous les humains qui vivent dans ce pays, et les droits du citoyen. Les citoyens, effectivement, ont des droits qui ne sont pas donnés aux autres. Par exemple, le droit de vote, c'est évident. Vous vous souvenez que souvent la gauche a proposé justement de donner le droit de vote aux étrangers. Souvent juste avant les élections, hein, voilà. C'est le chiffon rouge, là. Pour quelqu'un qui réfléchit un peu, une démocratie doit reposer effectivement sur l'idée qu'il y a des citoyens. Parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas un démos, un peuple. Il n'y a pas de démos s'il n'y a pas une nation, c'est-à-dire un groupe de personnes qui ont une haute conscience de leur identité, et par là même qu'il y a des citoyens. Bon, et ça, si vous voulez, c'est une idée qui petit à petit a été abandonnée à droite, parce que tout simplement, avec l'UMP, les caciques de la droite étaient de plus en plus des gens à l'esprit complètement vide de tout repère idéologique. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui. Ciotti, au moins, lui, a toujours appartenu à l'aile droite, si vous voulez. On disait il même qu'il n'était pas issu de la droite populaire. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, en fait, on disait toujours qu'il était dans la droite populaire, alors qu'il n'y était pas. Il y avait d'autres personnes. Que c'est vous qui me l'aviez dit. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans la droite populaire et qui sont maintenant des élus du Rassemblement national. Je pense à quelqu'un comme Mariani. Mariani était le chef de la droite populaire, et il est maintenant au Rassemblement national, ce qui n'a rien d'étonnant, tout simplement parce que la droite populaire, c'était les idées du RPR, et les idées du RPR sont devenues les idées du Rassemblement national. Donc moi j'estime que lorsqu'il dit les gens de LR doivent voter pour des candidats soit de LR, soit du Rassemblement national, mais avec une alliance entre les deux, c'est d'une logique total. Mais j'aimerais votre, quand même, là, à nouveau, on parlait de Ciotti, mais votre analyse personnelle, parce que vous devez quand même un peu sourire aujourd'hui. Rendez-vous compte que vous avez été député jusqu'en 2012.
Oui, 2012. C'est bien ça. En 2012, Thierry Mariani, qui depuis a franchi le Rubicon, eh bien ne l'avait pas franchi, alors qu'on lui avait demandé un petit peu avec la droite populaire de franchir ce Rubicon. On rappelle quand même que les élections de 2012 ont été dévastatrices pour cette fameuse droite populaire au sein de l'UMP, qui était une sorte de reconstitution du RPR. Je crois que les 2/3 de vos élus sont restés sur le tapis. Oui, alors pour une raison, c'était le second élément que je voulais développer, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un phénomène finalement qui a été un phénomène de séparation entre les responsables, les caciques du parti et l'électorat. C'est-à-dire que autant notre électorat continuait à être tout à fait dans la ligne du RPR, autant la plupart des caciques avaient, quand ils avaient des idées, ce qui n'était pas toujours le cas, avaient de plus en plus une ligne qui était celle de l'UDF, c'est-à-dire très européiste, très respectueuse de l'idéologie des droits de l'homme, etc. Et j'ai eu la surprise parfois de rencontrer chez eux un tel vide idéologique que ce vide avait été rempli par quoi? Par des idées de gauche. Qu'on retrouve aujourd'hui avec les Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Alors, vous venez de citer celle que j'avais justement l'intention de citer, c'est Valérie Pécresse. Je pense que j'ai rarement connu quelqu'un qui avait la tête aussi vide sur le plan politique, quoi. C'est même intéressant parce que physiquement elle est pas mal, Valérie Pécresse. Ah bon, enfin bon. Ouais, une certaine mais très vous forte dites dissymétrie oui, du d'accord. visage. Mais si vous voulez, c'est terrible, quoi, parce que à l'intérieur il y a rien. Non, ça c'est tellement vu en 2022. Alors je l'avais perçu moi lors d'un tout petit événement, mais qui m'a marqué terriblement. Elle était ministre de l'enseignement supérieur, je pense à l'époque, et elle nous invite donc rue Descartes pour écouter le président du CRAN, le collectif représentatif des associations noires. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais stupéfait parce que, bon, chacun sait que c'était pas un homme proche de nous. C'est pratiquement des suprémacistes noirs. Hein, mais très bien, mais je veux dire, bon, écouter des gens qui ne partagent pas nos idées, pourquoi pas? Ça peut nous apprendre des choses. Mais là, je lui ai dit à la fin, mais Valérie, tu te rends compte? Jamais nous devons accepter que des gens se présentent comme ayant comme identité une couleur de peau. C'est absurde, c'est tout à fait contraire à toute la philosophie française, à toute notre politique. Le premier allié à De Gaulle, finalement, parmi les officiels, c'était Félix Éboué, c'était un noir, précisément. Bon, mais c'était avant tout un Français, un Guyanais français. C'est incroyable que quelqu'un qui milite, qui fait carrière, parce qu'elle ne milite pas, elle fait carrière, qui fait carrière à droite, avec le vote des malheureux électeurs de droite qui pensent voter par quelqu'un de droite et qui votent pour un cerveau vide de tout repère idéologique et capable donc d'embrasser des idées aussi idiotes que l'idée de suprémacisme noir, que l'idée d'identifier quelqu'un par sa couleur. Ça, c'est une chose qui m'avait complètement vacciné sur la plupart des responsables UMP de l'époque, maintenant LR d'aujourd'hui. Ces gens-là doivent quitter la scène politique. Ils ne lui apportent rien. Simplement, ils volent. Ils volent des voix. Ils volent des voix de gens qui, effectivement, à force d'être volés, maintenant vont voter pour le RN. C'est exactement ce qui se passe. Alors moi, j'estime que tous ces gens-là doivent dégager au plus vite les Bertrand, les Pécresse, les Le Maire. Alors le Maire m'avait fait aussi la leçon, lui, sur le rapprochement avec le RN. Alors, ce qui m'avait frappé chez le Maire, c'est son style. Ah oui. Pour moi, je l'appelle toujours la baudruche pontifiante. Ce type, sous prétexte qu'il a été très brillant quand il était étudiant, pense que les concours qu'il a passés à 25 ans lui donnent le droit, beaucoup plus tard, d'asséner des idioties aux gens comme si c'était une vérité d'évangile. Et il continue d'ailleurs. Sur la primaire de la droite, il avait fait un score bidon, je crois. Ah bah oui, mais tout le monde voit que c'est une baudruche. Enfin, tout le monde voit qu'il n'y a rien dedans, quoi. Mais il y a une espèce de... Il a un physique assez avantageux. Et il a une assurance, encore une fois, fondée sur ses diplômes d'il y a des dizaines d'années et qui lui permet d'asséner des choses aux gens comme, par exemple, vous avez cité tout à l'heure, et j'ai eu plaisir à vous entendre parce que j'ai trouvé cette sortie vraiment absolument condamnable. Hein. Vous vous rendez compte que ce type a eu le toupet de parler des cloportes. Oui. Ces gens-là sont entourés par des conseillers, par des assistants qui sont
quelquefois un peu jeunes, quelquefois inexpérimentés, qui quelquefois peuvent dire ou faire des bêtises, mais qui sont souvent très dévoués. Et ce mot de cloporte qui les insulte, c'est révoltant, parce que ce type les a utilisés et maintenant il les méprise. C'est scandaleux, mais ça n'a pas déformé l'impression que j'avais de lui, qui, comme vous le comprenez, est extrêmement mauvaise. Bon, on va aller peut-être vers des choses plus positives. Quand même, vous avez été un des initiateurs de cette droite hors les murs, de cette volonté d'union des droites. Est-ce que quelque part, a posteriori, vous jetez un regard tout de même relativement positif et optimiste? Parce que ce que vous souhaitiez, avec qui vous étiez battu, d'ailleurs on pourrait en reparler, de gens comme Ménard aujourd'hui, qui eux, alors que c'est la consécration de ce qu'ils avaient voulu, eh bien, on se rend compte que ce n'est peut-être pas ce qu'ils voulaient réellement. On pourra peut-être dire un mot sur Ménard à un moment donné, parce que vous le connaissez bien aussi, Christian. Oui. Mais alors, cette droite, c'est quand même le triomphe, a posteriori, de la droite hors les murs, ce qui se passe là. Oui, mais ça c'est vraiment un grand étonnement, c'est le fait que, en fait, nous arrivons à ce que nous souhaitions. Oui. Et curieusement, plusieurs personnes qui étaient les moteurs de cette idée ont quitté le bateau. C'est amusant ça. Alors bon, il n'y a pas que Ménard, il y a Zemmour aussi. C'est quand même assez curieux, quoi, parce que... Alors, moi, j'avais assisté à ça lors d'un anniversaire du CNI. Ouais. Lors d'un anniversaire du CNI, c'était les 70 ans, je pense, du CNI, me semble-t-il. On se rappelle que vous avez été toujours investi par le CNI, entre autres. En 2007, en raison comment dirais-je, de la tiédeur de mes amis sur mes positions conservatrices sur le plan sociétal. Bon, moi je trouvais que cette position était tout à fait conforme à celle des gens du RPR. Mais je la trouve aussi. Là, il y avait une sorte de tiédeur. Il s'était écarté de moi à ce moment-là. Et donc, on m'avait demandé gentiment en 2007 de prendre plutôt l'étiquette CNI que l'étiquette RPR. Tout ça m'a finalement coûté. Parce que moi, si vous voulez, j'ai toujours été un RPR extrêmement fidèle, des responsables du RPR, jusqu'à Sarkozy d'ailleurs. Et puis là, on me disait, non, tu n'es plus digne de porter notre étiquette. Vous savez, c'est très blessant. Mais le CNI et surtout, avait aidé le général de Gaulle à revenir au pouvoir. Ça, c'est un titre aussi. Oui, mais enfin, il était plutôt Algérie française et il avait quitté le soutien à de Gaulle en 62. Vous vous en souvenez aussi, puisque c'est ça qui avait créé les républicains indépendants qui, eux, soutenaient la politique algérienne du général de Gaulle, et c'était Giscard. Mais en 58, en tout cas, moi, on me demande de me présenter sous le CNI, et comme on a ensuite retiré également l'investiture que j'avais obtenue du Conseil national. On me l'a retiré en petit comité pour 2012, et c'est en grande partie ça qui m'a fait perdre les élections, parce que d'une part, on a donné l'investiture à Darmanin d'une façon tout à fait contestable sur le plan juridique, mais en plus, si vous voulez, les électeurs finissaient par se dire, mais Van Est, il change d'étiquette à chaque fois. Et ça, c'est terrible, parce que je n'ai en fait jamais changé d'idée, mais on m'obligeait à changer d'étiquette, ce qui est vraiment, si vous voulez, frustrant et même un peu humiliant, quoi. C'est bon. Alors cette droite hors les murs, justement, qui trouve une certaine forme de consécration. Tout à fait. Aujourd'hui. Donc ça, vous le... Alors, j'étais en train de vous parler quand même de l'anniversaire du CNI, parce que à cet anniversaire, il y avait un certain nombre de personnes. Et j'ai été frappé par le fait que, finalement, ces personnes n'avaient qu'un mot. C'était l'union. L'union à droite. Ils sont tous partis. Non, il y en a un qui est resté, pardon, je dis des bêtises. Il y en a un qui est resté, c'est Dupont-Aignan. Oui. Dupont-Aignan qui, paraît-il, qui finalement, pour moi, est un type vraiment très bien. Moi, j'étais à côté de lui dans l'hémicycle. Souvent, d'ailleurs, quand il partait avant un vote, il me donnait son pouvoir parce qu'il savait que je votais toujours comme lui. J'étais très proche au niveau des idées de Dupont-Aignan. Comme je n'étais pas maire, je n'avais pas les moyens qu'il avait de se présenter sans l'étiquette principale. La preuve, c'est quand je l'ai perdu, j'ai finalement été battu. Donc, moi, je ne voulais pas quitter les gros bataillons de l'UMP. Mais Dupont-Aignan a réussi à se maintenir grâce à son ancrage local extraordinaire. Et je trouve que sa ligne politique est d'une très grande fermeté. Aujourd'hui, de le revoir prenant des positions d'union,
comme il les avait prises ce soir-là avec le CNI, je dis c'est bien. Maintenant, c'est moins vrai des autres. Je pense par exemple, il y a quelqu'un dont je suis surpris de l'évolution, c'est Jean-Frédéric Poisson, qui a participé à une liste avec Philippot. Ça, j'avoue que je me suis interrogé sur ce dérapage. Au sens, alors là, tout à fait exact du terme, c'est-à-dire qu'il a changé de ligne. Bien sûr. Bon, bizarre. Mais juste un mot peut-être sur... moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'évolution de la position d'un Ménard, que ce soit d'ailleurs sur le plan national, où il dit « je ne voterai plus jamais pour le Rassemblement national », que ses positions aussi dans le cadre des relations internationales, et en particulier le conflit en Ukraine. Comment, vous qui le connaissez bien, le maire de Béziers, comment vous expliquez une pareille évolution ? Alors, il y a deux choses. Il y a sur le plan intérieur, ça m'étonnerait qu'il ne vote pas pour le Rassemblement national la fois prochaine, dans la mesure où à Béziers, le Rassemblement national a fait, je pense, plus de 40% des voix. Oui, mais c'est pourtant ce qu'il a dit. Alors, il va falloir qu'il mais enfin, moi j'aime bien Robert Ménard, parce que Robert Ménard est un partisan de la liberté d'expression. Il m'a toujours soutenu, même dans les moments difficiles, donc je ne vais certainement pas médire de Robert Ménard, qui est un ami. Mais et sur l'Ukraine j'y arrive. Ça, c'est un peu différent. Sur le plan intérieur, bon, je vois mal, je suppose que son épouse va se représenter, et elle... Bah oui, elle est députée sortante, bien sûr. Et je suppose qu'elle aura le soutien du Rassemblement national. Ah non, non, il y a un candidat. Je crois que pour la première fois, il y a un candidat Rassemblement national face à elle. Elle sera sans doute élue. Et vous savez, dans notre système, il y a 2 tours. Oui. Donc il y aura une évolution, à mon avis, entre les 2 tours. Peut-être. Et je ne pense pas qu'à terme, cette position soit une position intéressante. En revanche, sur le plan de l'Ukraine, oui, Ménard, à mon avis, est un atlantiste convaincu. Pour des raisons que je ne développerai pas. Ce qui n'est pas votre cas. Je ne suis pas du tout atlantiste, non. Un gaulliste ne peut pas être atlantiste, mais Ménard n'est pas du tout gaulliste. Voilà. Ça, il faut le savoir. Bon, Ménard est d'origine pied-noir, comme chacun sait. Bon, et moi, j'ai toujours compris les pieds-noirs qui avaient quand même des réticences par rapport à De Gaulle. Ça se comprend, quoi. Bon, voilà. Évidemment. Alors, quelques mots peut-être aussi sur Éric Zemmour, parce que ce livre, L'identité ou la mort, il y a une proximité, on sent une proximité avec beaucoup de ce que dit, de ce qu'a fait Éric Zemmour. Vous avez été proche de lui dans ses combats, et lui aussi loupe le coche de cette union à droite. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a là aussi, il y a 2 choses. Sur le plan des idées, je partage entièrement les idées d'Éric Zemmour, qui pour moi est presque un frère spirituel, si vous voulez. Quand je discute avec lui, d'ailleurs, c'est incroyable. On n'est pas tout à fait de la même génération, mais la différence est faible. Et malgré nos origines très différentes, on a eu une vie finalement assez semblable, notamment par rapport aux parents et tout ça. Et donc, on a à peu près les mêmes idées. Les mêmes goûts culinaires aussi. Ah oui. Oui. Bon. Et donc, si vous voulez, Éric, c'est quelqu'un qui est, ça c'est le deuxième aspect des choses, qui est davantage un écrivain, un journaliste qu'un politique. Et c'est ça, à mon avis, son problème. Vous savez, en politique, il y a 2 choses. Il y a c'est d'ailleurs une idée qui a été développée ça, par Raymond Aron et par d'autres aussi. C'est l'idée de la différence entre l'homme d'État, celui qui est prêt à gouverner, et puis celui qui veut gouverner, veut prendre le pouvoir, le tacticien politique. Et alors là, je pense que Éric Zemmour serait un homme d'État tout à fait, honorable, dans la mesure où il a des idées, et je pense qu'il aurait à cœur de faire en sorte que ces idées puissent l'emporter. En revanche, c'est un très mauvais tacticien, quoi. Il mélange la rationalité tactique avec les émotions et les passions, et qui sont évidemment ce qui nourrissait sa plume d'écrivain et de journaliste. Mais en revanche, quand il prend des positions qui sont manifestement des positions propres à sa sensibilité, à ses émotions, à ses relations personnelles avec tel ou tel, je pense qu'il se trompe d'activité, quoi. Le côté un peu passionnel qu'il a donné à sa séparation d'avec Marion Maréchal, je pense que c'est une erreur. Alors personnellement, je lui ai dit combien je le comprenais. Je lui ai écrit un message d'ailleurs pour lui dire combien j'étais proche de lui dans ses difficultés. Mais néanmoins, je pense que tactiquement, ce qu'il a fait... Oui, encore une fois, tactiquement, c'est mauvais, quoi, parce que...
moi, je lui avais conseillé, hein, je lui avais dit, mais ça, il ne m'a pas du tout écouté, je lui avais dit, il ne faut pas attaquer le Rassemblement national, parce que vous en aurez besoin du Rassemblement national. Il faut vraiment privilégier comme adversaire les deux autres, c'est-à-dire la Macronie, et puis la gauche, évidemment. Mais non, il s'est acharné parce qu'il se disait, lui, notre concurrence, c'est le Rassemblement national, on a les mêmes voix, il faut en prendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas le même électorat. Son électorat, à mon avis, était beaucoup plus, et j'en fais partie dans le fond, des gens qui ne votaient pas à l'extrême droite, mais qui votaient plutôt bien à droite, mais pas extrême. C'est-à-dire, en gros, je reviens sur ma marotte. C'était son espoir, C'était l'électorat RPR, si vous voulez. Voilà. Et donc, je pense qu'il devait essentiellement viser cet électorat-là. Il ne l'a pas fait en tapant. On ne doit pas taper sur son adversaire trop lorsque c'est un concurrent avec une possibilité de transfusion entre les électorats. Parce que ça agace les gens. Ça agace les gens, ça fait le mauvais coucheur, le mauvais joueur. Et donc, ça finit toujours par coûter à celui qui le fait. Faut pas faire ça. Moi, ça m'est arrivé de le faire et j'ai toujours considéré que c'était une erreur et qui me pénalisait. Donc, il fallait qu'il attaque les ennemis, parce que là, lorsque vous attaquez l'ennemi, là, tous les gens qui sont dans votre bord, qui un jour pourraient voter pour vous, sont d'accord et disent « Ah ben il est bien, lui, il dit exactement ce qu'il faut ». Donc là, il a fait une erreur et il l'a payé très cher, comme Marion Maréchal lui a dit, dans la mesure où le Rassemblement national a refusé le concours d'élus éventuels de Reconquête. Ce qui, moi, me déçoit beaucoup, parce que je ne vous cacherai pas que j'ai appuyé, de mes petits moyens, j'ai appuyé Reconquête. J'ai même été présent au meeting, à la réunion publique de Zemmour à Lille. Bon, je me suis même dit, mon Dieu, j'espère qu'ils ne vont pas me proposer d'être candidat dans la 10e circonscription du Nord, parce que je considère que j'ai un peu passé l'âge et que surtout la motivation pour ce genre d'exercice n'y est plus, surtout en 3 semaines. Mais ils ne l'ont même pas fait. Donc j'ai dit, bon, c'est tout. Il y a une gestion de la politique tactique qui est mauvaise. Voilà. Alors, Christian Vallès, maintenant, on va revenir sur le plus grand angle pour la fin de cette émission, pour que vous nous livriez vos pronostics des élections à venir. Parce que c'est dans une semaine le premier tour, et dans 2 semaines le second, ça va très vite. Cette dissolution foudroyante, de quoi, à votre avis, va-t-elle accoucher, et les conséquences que cela pourrait avoir? Oui, alors d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que ce qu'a fait Macron est tellement condamnable qu'à mon avis, ça devrait conduire à une destitution. Pourquoi est-ce que vous trouvez condamnable le fait d'avoir dissous? Pour une phrase très simple. Oui. Pour une phrase. J'ai jeté une grenade découpillée dans les jambes de l'opposition. Voilà ce qu'il a dit. Il l'a démenti. Oui, en tout cas, cette phrase a été reprise. Forcément, il l'a démenti dans la mesure où c'est une... Mais en tout cas, même s'il ne l'a pas dit, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il a cherché à créer ce que De Gaulle appelait la chienlit. Or, c'est exactement le contraire de la mission du président de la République dans notre Constitution. Lorsque De Gaulle a prononcé la dissolution de 68, c'était effectivement après des désordres dans la rue, dans une situation qui était à la fois marquée par ces désordres, par des grèves, etc., et aussi par une majorité qui était extrêmement fragile à l'Assemblée. Donc c'était d'une logique totale. Il était au pouvoir, il n'avait pas la majorité parlementaire, mais il sentait bien qu'il avait la majorité du pays pour faire face aux auteurs du désordre. Logique. Et d'ailleurs, dès les élections, l'ordre a été rétabli, une majorité gaulliste exceptionnelle est arrivée aux affaires, et ensuite on a été tranquille pratiquement jusqu'en 81. Hein. Bon, aujourd'hui, Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée. Il n'a évidemment pas la majorité dans la population, dans la mesure où, alors que Hollande était méprisé, lui, il est haï par une partie très importante de la population. Il ne peut pas faire un pas sans se faire huer. Même sa femme, maintenant, se fait huer. Attendez, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle les Ceausescu. Oui. On se dit comment Nicolas ils vont finir. Et les Ceausescu. Parti comme c'est parti, comment ils vont finir? Est-ce qu'il y a un hélicoptère qui l'attend à côté du stade? On se demande si un jour, on ne va pas avoir un hélicoptère, justement. Voilà. Donc si vous voulez, donc il fait ça pourquoi? Il fait ça pour, non pas remédier au désordre, mais pour créer encore plus de désordre. Alors ce désordre peut se présenter de plusieurs manières. Il peut se présenter d'une première manière avec une absence de majorité. Que va-t-il se passer?
Bardella a dit qu'il refuserait Matignon s'il n'avait pas la majorité. Alors que là, on ne pourra pas fonctionner, quoi, véritablement. Hein. Ou alors, il y a une majorité du Rassemblement national, ce que personnellement je souhaite, je vous le dis sans embâche. Et que vous n'excluez pas. Que je n'exclus pas, mais cette majorité, on va tout faire pour la bloquer, pour l'empêcher de gouverner. Et là, il y aura trois éléments qui vont la coincer et qui font d'ailleurs que notre pays est autre chose qu'une démocratie. Notre pays n'est plus une démocratie. Et peut-être que ça me permettra de parler de mon association, d'un autre moyen de rétablir la démocratie, parce que là, vous avez trois forces. Vous avez d'une part l'Europe et toutes ces structures qui peuvent très bien étrangler la France, comme elles essaient. Elle s'y prépare, semble-t-il. Absolument, comme elles essaient d'étrangler l'Italie ou la Hongrie, etc. Première chose. Deuxièmement, vous avez le président de la République, qui sera bien placé pour, c'était peut-être son intention, pour faire subir à Bardella ce que Mitterrand avait fait subir à Chirac entre 86 et 88, avec beaucoup de succès. La situation est différente puisqu'il ne peut pas se représenter, mais enfin peu importe. En tout cas, c'est peut-être ce qu'il souhaite, c'est-à-dire empêcher le gouvernement de... Bon. Et ensuite, vous avez quelque chose qui est encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire que vous avez en France, dans l'évolution depuis 68, qui est une évolution vers l'individualisme forcené, l'hédonisme forcené, le consumérisme forcené, donc on a une foule d'individus qui sont très changeants, etc. Et en même temps, vous avez des structures sociales et politiques, institutionnelles parfois, qui, elles, constituent une sorte de résistance idéologique à la possibilité que la droite aurait d'accéder au pouvoir. Alors c'est terrible quand vous voyez les positions qui sont prises par certains syndicats, y compris le syndicat de la magistrature, ce qui est quand même le bouquet, quoi. Hein. Bon, et ensuite par des journalistes maintenant. Vous avez les journalistes de France 3, par exemple, qui ont pris des positions politiques, c'est absolument vous avez la CGT, par les syndicats, etc. Vous avez les enseignants. Bon, les cadres éducatifs, ça c'est plus un syndicat, c'est les cadres éducatifs. Les cadres de l'éducation nationale disent, nous, on n'obéira plus, si c'est le Rassemblement national. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous avez une sorte de... C'est pas du tout la France profonde, c'est même l'anti-France profonde. C'est une espèce de croûte idéologique qui cadenasse la France depuis des dizaines d'années, hein, et qui veut empêcher que le Rassemblement national gouverne. Et ça me fait très peur, si vous voulez, parce que je me dis... Vous parliez tout à l'heure de révolution de couleur. Moi, je souhaite une révolution qui ne soit pas de couleur. C'est-à-dire, je souhaite qu'effectivement, on puisse un jour ou l'autre casser ce système. Moi, j'appelle révolution de couleur l'inverse, c'est-à-dire cette forme de disruption pour justement empêcher cet avènement. C'est bien pour ça que je n'emploie pas le même terme je pense que c'est au contraire une contre-révolution de couleur qu'il faudrait. Voilà. Et puisqu'on arrive vers la fin de cette émission, Christian, la solution, en tout cas, que vous continuez à développer, à proposer aux Français, eh bien, c'est la démocratie directe dans le cadre de cette association dont vous avez pris la présidence, qui était précédemment celle d'Yvan Blot. Vous avez travaillé pendant des années, vous avez collaboré tous les deux, Blot et vous, Christian Van Est. Et aujourd'hui, c'est démocratie directe en France. Alors je pense que l'un des moyens de répondre aux difficultés que je viens d'évoquer, c'est effectivement l'usage du référendum. Je crois que si le Rassemblement national accède au pouvoir, il devra tout de suite lancer une campagne de référendum. Il en a déjà prévu un sur l'immigration, il a parfaitement raison, afin de montrer que les suffrages populaires sont plus importants que cette croûte de résistance, et que notamment ce qu'on appelle l'état de droit, qui est complètement vicié en France, dans la mesure où on a donné à des juges un pouvoir qui est supérieur à celui du peuple. Je pense notamment au Conseil constitutionnel. Là, il faudra véritablement casser les résistances du Conseil constitutionnel. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il faudra le faire. Alors oui, il y a le Conseil constitutionnel, et donc cette démocratie directe, c'est pas seulement des référendums proposés par le pouvoir exécutif. Chez vous, il y a cette nécessité de réformer, puisqu'il y a un début de commencement de référendum d'initiative populaire qu'avait voulu Sarkozy, mais vous nous avez expliqué déjà de nombreuses reprises que c'était infaisable. Donc ça, il faut réformer ça. Il faut réformer ça. Alors je pense que le drame de la France, c'est qu'elle vit sans cesse dans une espèce de bousculade passionnelle des intérêts politiques. Les intérêts politiques ne concernent qu'une toute petite partie de la France.
que ceux qui font de la politique professionnelle. Mais les Français ont certainement un autre état d'esprit. Et moi, je pense que la bonne solution, c'est la solution suisse, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. Lorsque vous avez un certain nombre de gens qui demandent un référendum, il n'y a aucun conseil constitutionnel qui peut s'y opposer. Le gouvernement doit être tenu d'exercer ce référendum et puis d'en tenir compte, de tenir compte des résultats. Les Suisses font ça depuis plus d'un siècle et ça fonctionne très bien. Alors on dit ah oui, mais c'est l'état d'esprit des Suisses. Je pense exactement le contraire. Je pense que c'est ce type d'institution qui change l'état d'esprit d'un peuple et non pas le contraire. Par exemple, les Anglais ont un fonctionnement institutionnel qui dépend en grande partie de leur système électoral, c'est-à-dire à un tour, suffrage direct par circonscription et à un tour. Nous, on a fait à 2 tours, d'où la division de la gauche et de la droite. À mon avis, si on avait fait à 1 tour, on se porterait mieux parce que les Français s'habitueraient à une alternance à la britannique ou à l'américaine. On a raté le coche, très bien. On doit faire la même chose pour le référendum, habituer les Français à voter. Ils ne vont pas être découragés parce qu'ils sauront que ils auront tout le temps de voter, ils auront plusieurs mois pour réfléchir sur le vote et ils voteront sans passion, mais avec plus de raison que ce qu'on leur prête aujourd'hui. Eh bien, évidemment. Donc, on a hâte de voir ces résultats, d'y participer et puis de vous réentendre a posteriori, puisque vous restez un témoin privilégié de cette vie politique qui évolue à toute vitesse. Les choses s'accélèrent et elles semblent aller en partie, tout du moins, vers ce que vous souhaitiez, Christian Van Est. Je rappelle votre livre, L'identité ou la mort. Eh bien, il y a à nouveau de l'espoir aujourd'hui. Et ça, on ne peut qu'en être ravi, en particulier sur Radio Courtoisie. Un grand merci, Nicolas Stocker. Merci, Christian Van Est. Merci, mon cher Jean-Édouard. Merci à Patrice. Merci à Lara. Merci à Franck Pengam pour cette émission de Livre Journal de géopolitique profonde. Et tout de suite, maintenant, on se retrouve avec Mike Borowski pour un Livre Journal des controverses, toujours sur Radio Courtoisie. À très bientôt, chers auditeurs. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.